Nous réalisons rarement à quel point certaines personnes peuvent influencer les années les plus déterminantes de notre vie. Et souvent, nous comprenons trop tard l'ampleur de cet impact. Imaginez un instant la situation, un matin, vous vous réveillez et découvrez que le domaine dont votre famille a profité pendant près de 20 ans, celui qui finançait votre train de vie, soutenait votre statut et renforçait votre place au cœur de l'une des familles royales les plus puissantes du monde, ne dépend plus de la personne qui vous avait autrefois accueilli. Désormais, tout appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui n'a jamais oublié le passé. Quelqu'un qui a vu sa mère souffrir, et qui se souvient parfaitement des raisons de cette souffrance. C'est exactement ce qui se déroule aujourd'hui au sein de la famille royale britannique. Et la femme qui se retrouve au centre de cette situation délicate, celle dont la famille commence discrètement à montrer des signes d'agacement, celle dont la sœur a déjà été retirée de la liste de paix royale, et dont l'accès futur à certains des domaines privés les plus prestigieux du monde n'est plus garanti, n'est autre que la reine Camilla. Un changement profond est déjà en cours. Et lorsque vous aurez entendu toute cette histoire, vous comprendrez clairement ce qui est en train d'être transmis, ce qui est progressivement retiré, et surtout ce que cela pourrait signifier pour l'avenir même de la monarchie britannique. Tout commence avec un héritage qui a bouleversé l'équilibre du pouvoir. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II s'est éteinte au château de Balmoral, dans les Highlands écossais. En quelques heures seulement, le monde entier s'est retrouvé plongé dans le deuil. Les drapeaux ont été abaissés à mi-mât, des foules se sont rassemblées devant les grilles des palais, et toute une nation pleurait la disparition du seul monarque que la majorité de ses citoyens avaient connu tout au long de sa vie. Mais pendant que le public rendait hommage à la souveraine disparue, quelque chose d'essentiel se produisait déjà à l'intérieur du palais. Silencieusement. Automatiquement point porté par des siècles de règles constitutionnelles, le pouvoir changeait de main. Ce transfert ne s'est pas fait lentement, ni de manière symbolique ou cérémonielle. Il s'est produit instantanément. Au moment précis où le cœur d'Élisabeth II s'est arrêté de battre, son fils est devenu le roi Charles III. Et à l'instant même où Charles est monté sur le trône, son fils William a automatiquement hérité d'un titre et d'un pouvoir considérable en devenant duc de Cornouailles. Avec ce titre venait le contrôle de l'un des domaines privés les plus vastes et les plus précieux au monde. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de cette réalité. À ce moment-là, William n'avait que 40 ans. Depuis toujours, il savait qu'un jour il deviendrait roi, mais cette perspective semblait appartenir à un futur lointain, presque abstrait. Puis, en l'espace d'un seul après-midi dans les Highlands écossais, ce futur s'est brusquement rapproché. Et il n'est pas arrivé sous la forme d'une couronne. Il est arrivé sous la forme d'un immense empire financier, des registres fonciers, des investissements, des revenus considérables, et surtout un territoire colossal s'étendant sur plus de 135 000 acres de terres anglaises. Le duché de Cornouailles est aujourd'hui estimé à environ 1,2 milliard de dollars. Et il est important de comprendre une chose, il ne s'agit absolument pas d'un titre honorifique ou purement symbolique. C'est une véritable machine économique, conçue pour générer des revenus considérables. Ce vaste domaine s'étend sur plus de 135 000 acres de terre. Près de 19 000 acres se trouvent en Cornouailles, mais ce n'est qu'une partie de l'ensemble. Le duché comprend également presque la totalité des îles Scilly, situées au large de la côte cornique, ainsi que de vastes territoires à Dartmoor et dans le Devon. À cela s'ajoutent d'importantes propriétés dans le Herefordshire et le Somerset, ainsi qu'un portefeuille conséquent d'investissements financiers. L'origine de cette immense richesse remonte à plusieurs siècles. En 1337, le roi Édouard III créa officiellement le duché de Cornouailles pour son fils, Édouard, surnommé le Prince Noir, qui devint ainsi le tout premier duc de Cornouailles. La charte fondatrice était très claire, le titre de duc de Cornouailles devait toujours revenir au fils aîné survivant du monarque et héritier direct du trône. Ainsi, près de 7 siècles d'histoire ininterrompue ont été transmis au prince William ce jour-là. Et aujourd'hui, l'ampleur de cet héritage est impressionnante. Rien qu'en 2025, le duché a généré environ 30 millions de dollars de revenus en une seule année. Cet argent provient de multiples sources, les loyers versés par des fermiers locataires, des cottages loués pour les vacances, des droits fonciers, des investissements financiers et toute une accumulation d'actifs bâtis au fil des siècles. Tout cela est désormais sous le contrôle direct de William. Mais cela soulève une question essentielle. Lorsque l'on hérite d'un pouvoir aussi immense, comment choisit-on de l'utiliser? Et surtout, qui décide-t-on d'écarter en premier? Car le duché de Cornouailles, aussi colossal soit-il, ne représente en réalité qu'une partie du tableau.
pour comprendre l'ampleur réelle des richesses et du pouvoir qui sont en train de changer de main et ce que la famille de Camilla pourrait potentiellement perdre, il faut s'intéresser à deux autres propriétés absolument centrales dans la vie privée de la famille royale britannique. La première est Sandringham House, située dans le comté de Norfolk. La seconde est le château de Balmoral, niché au cœur des Highlands écossais. Ces deux résidences possèdent une particularité fondamentale, elles n'appartiennent pas à la couronne. Elles ne sont pas des biens publics. Elles ne sont pas administrées par l'État, ni gérées par des comités gouvernementaux, et elles ne dépendent pas non plus du Crown Estate. Elles appartiennent personnellement au monarque. Ce sont des propriétés privées, transmises de génération en génération, exactement comme une maison familiale, sauf qu'ici, l'échelle dépasse tout ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Sandringham est depuis l'époque de la reine Victoria la résidence de campagne privée de la famille royale. C'est là que les membres de la famille se retrouvent chaque année pour célébrer Noël. C'est également un lieu où les premiers ministres britanniques viennent parfois rencontrer le souverain, loin de l'agitation et de l'exposition médiatique de Londres. Mais au-delà de son rôle officiel, Sandringham est aussi un lieu profondément personnel pour la famille royale, un endroit où l'on se repose, où l'on pleure les disparus, où l'on se dispute parfois, et où l'on finit par se retrouver. Cette propriété appartenait personnellement à la reine Élisabeth II, qui l'avait elle-même héritée de son père, le roi George VI. Lorsque la reine est décédée en septembre 2022, Sandringham a été transmis directement à Charles III. Quant au château de Balmoral, il s'étend sur environ 53 680 acres au cœur des Highlands écossais. Un domaine ancien, spectaculaire et profondément isolé du reste du monde. Un lieu d'une beauté saisissante, mais aussi l'un des refuges les plus privés de toute la famille royale. À l'origine, le château de Balmoral avait été acheté par le prince Albert pour son épouse, la reine Victoria. Avec le temps, cette propriété est devenue l'un des lieux les plus intimes et les plus symboliques de la famille royale britannique. Après la mort de Victoria, le domaine est resté dans la famille et a été transmis de génération en génération. Élisabeth II l'a hérité de son père, puis, à son tour, Charles l'a reçu à la disparition de sa mère. C'est d'ailleurs à Balmoral que la reine Élisabeth II a vécu ses derniers instants. Au moment de son décès, le magazine financier Forbes estimait la fortune personnelle de la souveraine à environ 500 millions de dollars. Cette somme incluait sa collection privée de bijoux, ses investissements dans l'art, mais aussi deux propriétés absolument majeures, Sandringham House et le château de Balmoral. Et il faut bien comprendre une chose, ces deux résidences font partie du patrimoine privé de la famille royale. Si l'on additionne l'ensemble des richesses de la monarchie britannique, terres, propriétés, investissements et actifs divers, leur valeur totale est estimée à au moins 18 milliards de livres sterling. Pour l'instant, Sandringham et Balmoral appartiennent au roi Charles III. Il s'y rend régulièrement avec la reine Camilla, utilisant ces lieux comme des refuges privés, loin de la pression constante de la vie publique. Et la famille de Camilla a d'ailleurs longtemps bénéficié d'un accès privilégié à ces domaines. Sa sœur y a travaillé, et les avantages aussi bien financiers que personnels ont été réels. Mais une réalité demeure inévitable, Charles III ne régnera pas éternellement. Le jour où le roi disparaîtra, Sandringham et Balmoral seront automatiquement transmis à William, car ses propriétés privées passent directement au nouveau souverain. Et à ce moment précis, la situation de Camilla changera radicalement. Elle ne sera plus la maîtresse de maison dans ses résidences. Elle ne sera plus celle qui accueille. Elle deviendra simplement une invitée. Une invitée dont la présence dépendra entièrement de la volonté du nouveau roi, William, de lui ouvrir ou non les portes de ses domaines. Alors posez-vous la question, William acceptera-t-il réellement d'accorder cette faveur à Camilla lorsque ce moment arrivera? Réfléchissez bien avant de répondre. Car certains événements récents laissent penser que William a peut-être déjà pris sa décision. L'affaire Annabel Elliot, la décision qui a fait trembler la famille de Camilla. C'est ici que l'histoire devient particulièrement intéressante. Car un événement précis a récemment poussé la famille de Camilla à prêter une attention beaucoup plus sérieuse à ce qui se passe au sein de la monarchie. Au centre de cette affaire se trouve Annabel Elliot, aujourd'hui âgée de 75 ans. Annabel Elliot est une décoratrice d'intérieur reconnue, réputée pour son talent et son sens esthétique raffiné. Son style est immédiatement identifiable, une élégance typiquement britannique inspirée des grandes demeures de campagne, mêlée à une touche de modernité qui rend les espaces à la fois prestigieux et chaleureux. Ses réalisations décorent certaines des plus belles résidences du Royaume-Uni. Mais Annabel Elliot n'est pas seulement une professionnelle renommée. Elle est aussi la sœur cadette de la reine Camilla. Et plus que cela encore, elle est considérée comme sa confidente la plus proche, la personne de la famille en qui Camilla a toujours eu le plus confiance. Pendant près de 20 ans,
Annabel Elliot a figuré sur la liste de paix de la famille royale britannique. Lorsque Charles a épousé Camilla en 2005, il a pris la décision d'engager sa belle-sœur comme décoratrice d'intérieur officielle, lui confiant plusieurs projets liés aux résidences royales. Pendant près de 2 décennies, Annabel Elliot a travaillé étroitement avec les propriétés appartenant au duché de Cornouailles. Son rôle consistait à concevoir et superviser l'aménagement intérieur de nombreuses résidences situées à travers l'Angleterre, le pays de Galles et les îles Scilly. Sa rémunération variait selon l'ampleur des projets qui lui étaient confiés. Certaines années plus calmes, elle recevait environ 19 625 livres sterling, tandis que les périodes marquées par des rénovations plus ambitieuses pouvaient porter ses honoraires à plus de 82 000 livres. Ces montants apparaissaient officiellement dans les comptes financiers annuels du duché. Durant 20 ans, son influence a contribué à façonner l'atmosphère et l'esthétique de plusieurs des propriétés royales les plus charmantes du domaine. Son empreinte se retrouve dans de nombreux cottages de vacances où des générations d'invités privilégiés ont séjourné. Son sens du style a participé à créer l'identité visuelle de plusieurs lieux emblématiques du duché. Puis un changement décisif s'est produit. Lorsque le prince William est devenu duc de Cornouailles, tout a discrètement basculé. Annabel Elliot a été retirée de la liste de paix du duché. Il n'y a eu aucune grande annonce, aucun communiqué officiel, aucune conférence de presse, et encore moins de conflit public. Simplement un nom qui a disparu des documents financiers du duché. Ce sont d'abord les observateurs attentifs de la monarchie, ceux qui examinent chaque détail des rapports financiers et qui ont remarqué ce changement. Peu à peu, l'information s'est répandue dans la presse spécialisée consacrée à la famille royale. L'experte royale Amy Griffiths l'a résumé de manière très directe, Annabel travaillait sur plusieurs propriétés appartenant au duché de Cornouailles. Mais depuis que le prince William en a pris le contrôle, il l'a tout simplement retiré de la liste de paix. Selon Griffiths, cette décision a provoqué quelques remous. Mais parler simplement de « remous » pourrait être un euphémisme. Car le message ne se trouvait pas uniquement dans ce retrait discret, elle se trouvait surtout dans ce que William a fait immédiatement après. À la place d'Annabel, le prince a fait entrer ses propres proches, des personnes issues de son cercle de confiance. Parmi eux figuraient Harry Aubrey Fletcher et William Van Cutsem, 2 amis très proches et parrains de ses enfants, qui ont obtenu des rôles au sein du domaine. Le signal était clair. La famille de Camilla sortait progressivement de l'équation, et le cercle personnel de William prenait la relève. Aucun communiqué officiel n'était nécessaire. Aucun porte-parole royal n'avait besoin d'expliquer la situation. À l'intérieur comme à l'extérieur du palais, tout le monde a compris immédiatement. Le duché appartient désormais à William. Ses règles. Ses décisions. Et surtout, ses propres personnes de confiance. Mais cela soulève une question importante. S'agit-il simplement d'une gestion logique et efficace? Après tout, un futur roi qui prend le contrôle d'un domaine valant plus d'1 milliard de dollars peut vouloir rationaliser son fonctionnement. Ou bien y a-t-il quelque chose de plus personnel derrière ces décisions? Quelque chose d'enraciné dans un passé que même les années et les protocoles royaux n'ont jamais totalement effacé. Car pour comprendre pourquoi chacune des décisions de William concernant le duché semble porter une dimension émotionnelle bien plus profonde que sa simple valeur financière, il faut remonter dans le temps. Il faut revenir à l'époque où William n'était qu'un enfant. Un jeune garçon grandissant au cœur d'un palais. Un enfant témoin d'un mariage royal qui se désintégrait lentement sous ses yeux. Un enfant qui voyait sa mère souffrir. Le prince William a grandi en observant la princesse Diana vivre une relation conjugale profondément fragilisée. Au cœur de ce mariage existait une réalité impossible à ignorer, une autre relation qui le minait depuis longtemps. La liaison entre Charles et Camilla Parker Bowles n'était pas un secret au sein de la famille royale. En 1994, lors d'une interview télévisée devenue célèbre, Charles lui-même a reconnu publiquement l'existence de cette relation. Cette confession a provoqué un véritable choc à travers le Royaume-Uni. Pour Diana, ce fut un moment extrêmement douloureux. Elle parla ouvertement de sa solitude, de sa souffrance, et de ce sentiment déchirant d'aimer un homme, qui aimait quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, William et Harry, encore très jeunes, n'étaient pas complètement protégés de cette réalité. Ils entendaient les conversations. Ils voyaient les tensions. Et, comme tous les enfants confrontés à des conflits familiaux, ils absorbaient silencieusement tout ce qui se passait autour d'eux. Lorsque la princesse Diana a perdu la vie dans ce tunnel parisien en août 1997, le prince William n'avait que 15 ans. Son frère Harry, lui, n'en avait que 12. Ce n'étaient encore que des enfants qui venaient de perdre leur mère de façon brutale,
soudaine et tragiquement publique. Les circonstances étaient parmi les plus traumatisantes que l'on puisse imaginer. Et pourtant, au milieu de ce chagrin immense, ils ont dû vivre leur deuil sous les yeux du monde entier. Des millions de personnes les ont regardés marcher lentement derrière le cercueil de leur mère à travers les rues de Londres, lors de funérailles devenues l'un des moments les plus marquants de l'histoire moderne de la monarchie. Avec le temps, William semble avoir trouvé une forme d'apaisement vis-à-vis de Camilla, du moins en apparence. Il a assisté au mariage de son père avec elle en 2005. Lors des événements officiels, il se montre courtois, parfois même chaleureux. Jamais il n'a fait de déclaration publique contre elle. Dans ce domaine, il s'est toujours comporté avec une remarquable maturité. Mais il existe une nuance importante, une nuance essentielle pour comprendre cette histoire. Accepter Camilla comme membre de la famille est une chose. Accepter les membres de sa famille au cœur du système financier royal en est une autre. Le duché de Cornouailles n'est pas une simple réunion de famille autour d'un dîner. C'est une entreprise colossale, évaluée à 1,2 milliard de dollars. Et surtout, c'est la base financière du futur règne de William. Car un jour, William ne sera pas seulement responsable du duché. Il portera sur ses épaules l'ensemble de l'institution monarchique britannique. Et tout indique qu'il souhaite que son environnement professionnel soit composé de personnes qu'il a lui-même choisies, et non de personnes arrivées dans son entourage par l'intermédiaire de la seconde épouse de son père. Il ne s'agit pas nécessairement d'un acte de vengeance. Ou du moins, pas uniquement. Il s'agit aussi d'un signal clair d'indépendance. Une manière d'annoncer que l'ère de Charles, avec ses relations personnelles, ses arrangements informels et ses loyautés construites au fil des décennies, touche progressivement à sa fin. Et qu'une nouvelle ère, celle de William, est déjà en train de commencer. Alors une question se pose. Quand vous connaissez toute cette histoire, regardez-vous la décision de William de la même manière? Agit-il simplement comme un futur roi qui prépare son règne? Ou bien comme un fils qui n'a jamais complètement cessé de pleurer sa mère? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Prenons maintenant un instant pour observer l'ensemble du tableau. Car les chiffres sont véritablement impressionnants. Rien qu'en 2025, le prince William a généré environ 30 millions de dollars de revenus grâce au duché de Cornouailles. Cette somme provient de nombreuses sources, les fermes louées à des agriculteurs, les propriétés de vacances, les droits fonciers à Dartmoor, les investissements commerciaux et bien sûr les terres situées dans les îles Scilly. Ces îles constituent d'ailleurs un cas fascinant. À l'origine, il s'agissait d'une seule masse terrestre. Mais avec le temps et les transformations naturelles, cet archipel est devenu un ensemble d'environ 140 îles, abritant aujourd'hui près de 2000 habitants. Tous ces revenus sont le résultat d'un système de gestion foncière construit et affiné pendant près de 700 ans d'histoire royale. Aujourd'hui, la valeur du duché de Cornouailles est estimée à environ 1,2 milliard de dollars. Mais ce n'est qu'une partie de la richesse associée à la monarchie britannique. Si l'on prend en compte l'ensemble des terres, des propriétés et des investissements financiers liés à la famille royale, la valeur totale est estimée à au moins 18 milliards de dollars. À cela s'ajoute également la Sovereign Grant, la subvention officielle destinée à financer les activités publiques de la monarchie. Pour l'année financière 2025 à 2026, cette dotation a atteint environ 132 millions de livres sterling. Et lorsque William deviendra roi, l'héritage qu'il recevra dépassera encore largement ces chiffres. Il héritera notamment de Sandringham House, dans le Norfolk. Ainsi que du château de Balmoral, un domaine immense s'étendant sur plus de 53 000 acres au cœur des Highlands écossais. À cela s'ajouteront la collection privée d'œuvres d'art, les bijoux accumulés par plusieurs générations de souverains, et l'immense influence liée à la gestion du Crown Estate, un portefeuille d'actifs évalué à plusieurs dizaines de milliards et administré au nom de la nation. Mais au-delà de la richesse, ce pouvoir implique aussi des décisions très concrètes. Des décisions sur qui peut vivre dans ces domaines. Sur qui peut y travailler. Sur qui peut bénéficier de ces privilèges. Et parfois, sur qui doit discrètement quitter les lieux. Toutes ces décisions seront désormais exclusivement entre les mains de William. Aujourd'hui, Camilla vit dans plusieurs résidences royales, Buckingham Palace, Clarence House, Sandringham et Balmoral. Elle bénéficie de ses fonctions officielles, d'un personnel royal dédié, et de toute la protection que lui confère le règne de son mari. Mais si Charles venait à disparaître avant elle et qu'elle devenait reine de jure plutôt que reine consort, sa situation changerait radicalement. Elle pourrait hériter de Clarence House, dont la valeur est estimée à environ 72 millions de dollars, ainsi que de Highgrove House,
la résidence privée à la campagne de Charles depuis plus de 40 ans. Highgrove est célèbre pour ses jardins exceptionnels, évalués à environ 39 millions de dollars, et elle bénéficierait d'un soutien financier pour maintenir son niveau de vie. Cependant, Sandringham et Balmoral, désormais sous contrôle de William, ne seraient plus accessibles à Camilla comme résidence de droit. Elle n'y vivrait qu'à l'invitation de William. Dans un signe révélateur de sa propre conscience de cette réalité, Camilla a récemment vendu Rémy Laos, son refuge privé dans le Wiltshire, qu'elle possédait avant d'épouser Charles. Elle l'avait décrit comme son espace personnel de liberté, expliquant que jardiner là-bas était « la meilleure thérapie au monde ». En se séparant de cette propriété, Camilla réduit ses options immobilières à long terme. Son avenir au sens le plus littéral et financier du terme dépendra de plus en plus de la bonne volonté de l'homme dont elle avait autrefois contribué à blesser la mère. Alors, peut-on imaginer qu'elle ait déjà passé un moment assise dans l'une des pièces de Sandringham à réfléchir à ce qui se passera lorsque William décidera si elle peut revenir? Si ce n'est pas encore le cas, elle devrait probablement y penser sérieusement. L'ascension de Catherine, un autre transfert de pouvoir alors que l'attention se concentre naturellement sur William, ses décisions, son héritage, la gestion du duché, une autre figure voit son rôle et son influence croître de manière tout aussi significative. Cette personne, c'est Catherine, princesse de Galles. Lorsque William deviendra roi, Catherine deviendra reine consort. Et avec cette transition viendra l'accès à une toute nouvelle échelle de ressources royales, de responsabilités et d'autorité symbolique. Aujourd'hui déjà, Catherine est l'une des figures les plus visibles et les plus aimées de la famille royale. Son retour après son diagnostic et son traitement contre le cancer en 2024, mené avec grâce, dignité et une transparence remarquable, a consolidé l'affection du public pour elle d'une manière que des années de banquets d'État et de tournées diplomatiques n'avaient pas totalement réussi à accomplir. Elle a montré au monde qu'elle était humaine, vulnérable, mais déterminée à continuer coûte que coûte. En tant que partenaire de William dans la gestion du duché de Cornouailles, Catherine est impliquée dans toutes les décisions majeures concernant le domaine. Les personnes en qui William place sa confiance au sein du duché sont également des personnes que Catherine connaît et approuve. La vision pour l'avenir du duché plus moderne, plus efficace et parfaitement alignée avec les priorités de William est donc une vision partagée. Lorsque William deviendra roi, Catherine aura accès à certains des symboles royaux les plus emblématiques de Grande-Bretagne et d'Irlande. Parmi eux, la tiare préférée de la reine Elisabeth II, celle qui est apparue sur la monnaie britannique pendant des décennies. Camilla l'a portée pour la première fois en 2024. Mais lorsque Catherine la portera, ce geste sera bien plus qu'un simple accessoire, il marquera un transfert générationnel de l'autorité symbolique, aussi clair et puissant qu'un couronnement. Et les domaines comme Sandringham et Balmoral deviendront les leurs à gérer comme ils l'entendent, accueillir qui ils souhaitent, rénover selon leur goût, et transformer progressivement ces propriétés en reflets de leur règne, plutôt que des héritages de leurs prédécesseurs. Pour la famille de Camilla, et en particulier pour Annabel Elliot, déjà retirée de la liste de paix du duché, tout futur lien avec les propriétés royales dépend désormais de la faveur de Charles et de la bonne volonté future de William. La montée en puissance de Catherine envoie un message clair et incontestable, la femme qui détiendra désormais l'autorité ultime et la gestion des biens royaux n'est pas leur protectrice, ni l'alliée de Camilla. Elle est, en réalité, la successeur directe de Camilla. Alors, imaginez un instant, comment sera la relation entre Catherine et Camilla dans 10 ans? Chaleureuse? Formelle? Tendue? Je veux connaître votre avis honnête, dites-le dans les commentaires. Si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas seulement un drame familial. C'est la monarchie britannique en pleine transformation. Chaque monarchie qui a survécu à travers les siècles a dû naviguer avec soin la transition entre deux générations. C'est ce moment où l'ancienne génération relâche son emprise parfois à contre-cœur et où la nouvelle génération commence à remodeler l'institution à son image. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui, un basculement du pouvoir, symbolique et réel, entre deux ères royales. Cette transition est en cours, ici et maintenant. Mais elle ne se manifeste pas par des fanfares ou des crises constitutionnelles. Elle se joue dans les détails les plus discrets, un nom retiré d'un document financier du duché que presque personne ne lit, de nouveaux parrains de famille nommés à des postes de gestion des domaines, une tiare portée par une femme et délibérément pas par une autre. Ce sont là les instruments du pouvoir royal, discrets, calculés, niables, mais parfaitement clairs pour ceux qui comprennent le système. Après la mort de Diana en 1997, la famille royale a traversé sa plus grande crise moderne. Le public les percevait comme froids, déconnectés, incapables de ressentir. Les images des foules en larmes devant Buckingham Palace,
alors que le drapeau refusait de flotter en berne, ont profondément secoué l'institution, la forçant à reconnaître ce qu'elle avait longtemps ignoré, les symboles comptent. Les émotions comptent. Le ressenti du public ne peut être subordonné au protocole. William a grandi dans l'ombre de cette crise. Il a observé sa famille apprendre lentement, parfois maladroitement, parfois à contre-cœur, que la survie de la monarchie dépend autant de l'intelligence émotionnelle que de l'autorité constitutionnelle. Et il a intériorisé cette leçon plus profondément que presque tout le monde. Ses décisions concernant le duché de Cornouailles reflètent cette compréhension. Il ne modifie pas ses structures par cruauté ou vengeance personnelle. Il le fait parce qu'il sait que permettre aux structures professionnelles d'être occupées par les proches d'anciennes épouses, par des personnes dont le lien avec l'institution est personnel plutôt que méritocratique, donne à la monarchie l'apparence d'un club fermé ou, dans ce cas précis, d'un club familial ancien, aux yeux du public. En intégrant ses propres personnes de confiance et en traçant une ligne claire entre l'ère de Charles et la sienne, William envoie un message aussi bien à la famille qu'au pays: je vais gérer ceci différemment. Je serai responsable. Les personnes autour de moi seront là parce que je les ai choisies, pas parce qu'elles ont épousé quelqu'un ou que leur sœur a épousé quelqu'un. Que l'on soit d'accord ou non, c'est une posture moderne. Une posture qui prend au sérieux l'exigence du public, celle d'une monarchie qui mérite sa place plutôt que de simplement l'occuper. William fait-il les bons choix? Trouve-t-il le juste équilibre entre honorer le passé et préparer l'avenir? Ou bien va-t-il trop vite, en coupant trop profondément? C'est sans doute l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser aujourd'hui sur la monarchie britannique. Alors, où te situes-tu? Voici la vérité au cœur de cette histoire: la monarchie britannique n'est pas une seule chose. C'est une institution à plusieurs niveaux: famille, entreprise, structure constitutionnelle et symbole vivant. Une même propriété peut être à la fois une résidence personnelle et une machine financière de 1,2 milliard de dollars. Une même tiare peut être bijou et déclaration politique en même temps. Une décision de paix peut être un choix de gestion ordinaire et un message profondément personnel sur les limites de la loyauté. William a hérité de 135 000 acres, d'un duché d'1 milliard de dollars et du poids de près de 700 ans d'histoire royale, lorsque sa grand-mère est décédée cet après-midi de septembre à Balmoral. Mais il a également hérité de quelque chose de moins mesurable, mais tout aussi réel: l'héritage d'une mère qui a souffert, une enfance marquée par cette souffrance, et une détermination silencieuse, constante et inébranlable à construire son avenir selon ses propres termes. Annabel Elliot a été retirée de la paix. Les amis de William gèrent désormais le duché. Camilla a vendu son refuge privé. Sandringham et Balmoral attendent, patientes comme la pierre, stables comme les collines écossaises, le jour où elles passeront entre les mains d'un nouveau roi et de sa reine. Et Catherine? Poisde, résiliente, radieuse dans sa robe écarlate à Windsor Castle, portant la tiare de Diana après avoir combattu et surmonté le cancer, elle s'avance vers un futur qu'elle contribuera à façonner. Le pouvoir a déjà changé de main. La plupart des gens ne l'ont simplement pas encore remarqué. Mais ceux qui vivent à l'intérieur du palais, la famille de Camilla, ils ont remarqué le moment exact où le nom d'Annabel a disparu du rapport financier. Ils ont vu. Si tu as trouvé cette vidéo utile, si elle t'a permis de mieux comprendre où se situe réellement le pouvoir au sein de la famille royale britannique, alors like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Partage-la avec quelqu'un qui suit l'actualité royale et laisse un commentaire avec la question que tu te poses le plus sur le futur règne de William. Je lis chaque commentaire, et les meilleures questions inspireront notre prochaine vidéo. À très bientôt pour la suivante.